Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous allons lire notre deuxième chapitre du roman Le mystère de l'enfant disparu de Timothée Malembe. La fois dernière nous avons lu le premier chapitre qui s'intitule Une bataille acharnée et aujourd'hui nous passons au chapitre 2, Nuit sans sommeil. En fait, mes craintes étaient vaines car il ne s'agissait que de couper les têtes aux deux pentades que Ivaka avait apportées. Ma peur dissipée, le sommeil ne tarda pas à me visiter. Je m'étendis par terre à l'ombre d'un safoutier. J'avais soif, j'avais faim. Je ne sais combien de temps je dormis, mais je sais qu'au réveil, le soleil avait presque disparu derrière les grands arbres, les ombres s'étaient allongées et déjà les poules grimpaient dans leur logis. Derrière la maison du chef, une forte fumée répandait dans l'air une odeur de viande rôtie. Plus d'une fois, j'avais pensé à mendier un peu de nourriture, mais j'avais étouffé chaque fois cette idée. D'ailleurs, les femmes du chef m'auraient-elles donné à manger? Pourtant, ces pentades qu'elles rôtissaient et dévoraient avec leurs enfants, oubliaient-elles que c'était moi qui les avais portées? Combien dans ce sentier étroit et dans cette forêt humide, ces oiseaux ne m'avaient-ils pas fatigué? Pendant que je mourais ainsi de faim, une femme s'était retirée du groupe à la recherche sans doute d'un piment. Elle remarqua mon chagrin et, profitant de ma position, elle s'approcha inaperçue dans l'intention de recueillir mes murmures. Elle échoua pourtant, car son petit garçon, l'ayant vu, cria bien haut. « Oh, maman lui parle !» Je me retournai alors brusquement. De fait, sa mère était à quelque distance de moi. À 2 reprises, elle demande mon nom. Je gardai silence. Entre-temps, de son orteil, elle m'écrasait le talon comme pour me forcer à répondre. Je restais toujours silencieux. Découragée, elle me quitta après m'avoir serré la tête de ses mains vigoureusement. J'ai demeuré ainsi seul. Mais déjà la nuit tombait. Les huttes se noyaient dans l'obscurité. Plus d'un cri, partout le feu s'allumait, tandis que là-bas, dans la forêt, des hiboux et des insectes nocturnes commençaient leur vacarme. Les passants se faisaient rares. Ivaka et le chef n'avaient plus réapparu. De ces femmes qui, derrière la maison du chef, mangeaient et buvaient, aucune ne songea à venir me présenter, ne fût-ce qu'un pot d'eau. Craignaient-elles la colère de leur chef et maître? Pour moi, la faim augmente à tel point que je me portais jusqu'à elle. Dès mon apparition, elles braquèrent sur moi leurs regards. Prenant alors mon courage à 2 mains, je balbutiai en Kingoli. Ivi vim inda, ce qui signifie un peu à manger. Mais j'ouvrais à peine la bouche qu'elles me poursuivirent de leurs injures. Aussi, je détalai pour rejoindre ma solitude. Je venais de m'asseoir lorsqu'un garçon de ma taille se présenta. « On t'appelle » me dit-il rudement. J'hésitais un moment, mais comme il insistait,
Je me levais un peu méfiant et, de nouveau, je me trouvais devant ces méchantes femmes. Une vieille était venue entre-temps se joindre au groupe. Le garçon me fit signe de l'approcher. J'avançai de 2 ou de 3 pas. Elle me regarda longtemps et me donna même l'impression de m'avoir déjà connu. « Quel est ton nom ?» demanda-t-elle. Je ne répondis rien. Mes regards se fixèrent au sol. Elle sourit, puis reprit sur le même ton. « Quel est ton nom ?» Bientôt rassuré par ce sourire qui ne la quittait pas, je répondis simplement « Kalamai ». Elle m'interrogea longtemps sur mon village, sur mes parents, mes oncles, mon clan et sur mon arrivée chez eux. À toutes ces questions, je ne répondais que par un oui ou par un non. Je n'avais plus de force pour parler, car la fatigue et la faim me torturaient toujours. Ajoutez à cela la difficulté de m'exprimer correctement en Kinkoutou. Elle finit par ce qui me préoccupait le plus, la question de nourriture. « Que cherches-tu tout à l'heure, hein? » Qu'on me désaltère, je suis à bout. « Tu as soif? » Je n'ai plus eu boire depuis hier soir. J'ai aussi grand faim. « Tu as faim? On t'a rien donné? » « Non, maman. » Lorsque je prononçais le mot maman, les autres femmes haussèrent les épaules comme pour dire « Ce jeune esclave veut s'attirer notre pitié. » Heureusement, cette vieille femme entendait les choses d'une autre oreille. Elle se leva, entrant dans la maison et sortit avec un pot de nourriture. Je m'approchai car, en ce moment, le ventre grondait. Je reçus le pot de nourriture, puis un pot d'eau, un morceau de viande et quelques fruits. Inutile de dire avec quelle joie, avec quel appétit et quelle précipitation je me jetai sur cette nourriture. Tout le temps que je mangeais, jamais il me quitta des yeux. Mais à chacune de mes bouchées, ses compagnes trouvaient toujours un sujet de moquerie avec les commentaires les plus humiliants. Mais j'avais ce que je cherchais. J'avais à manger. Je retrouvais mes forces bien que mon cœur souffrait atrocement de ce sort si malheureux qui m'était arrivé. En un clin d'œil, j'avais consommé le morceau de viande et mangé les 5 fruits. Quant au pot d'eau, il s'évapora dans mes entrailles, telle une goutte d'eau sur du sable chauffé. Cependant, au moment où j'achevais ce repas, j'entendis demander dans l'obscurité. « Où est-il, ce jeune esclave ?» C'était Ivaka. Il venait me prendre pour me conduire chez le chef. Celui-ci était dans sa maison. Une lampe à huile l'éclairait. Battant 3 fois les mains, Ivaka le salua, tandis que lui, le chef, restait assis sur une natte, le dos appuyé au mur. « Comment t'appelles-tu » me demanda-t-il. « Kalamai. »« Sais-tu dans quel village tu es maintenant ?»« Dans ton village, chef. »« Et que viens-tu y faire ?»« Que viens-je y faire ?» Ivaka ne lui a donc pas parlé de moi. « Ha ha,
Petit vieux, reprit-il d'un air moqueur. Tu ne veux pas répondre? Je ne sais pas, chef. Je suis venu avec Ivaka que voici. Eh bien, tu vas le savoir. Dis-moi un peu, que s'est-il passé cette nuit à Ipanga, ton village? Tu le sais au moins? Je ne sus que répondre. Déjà mes lèvres tremblaient et des larmes me mouillaient les joues. Alors Ivaka, tout en m'écrasant de son regard, donna un coup de poing au mur, puis, sous l'ordre du chef, raconta toute l'histoire de la malheureuse nuit, détaillant l'échec de leur projet, la bataille, les incendies, la capitulation de leurs guerriers. Et pour terminer, il assura le chef de la libération de ceux-ci par une troupe d'autres Bankutu qui, feignant de fuir, s'étaient réfugiés dans une hutte voisine pour pouvoir reprendre l'attaque à l'improviste 3 jours après. Ivaka lui-même était du nombre. Comme m'avait aperçu marchant dans la forêt à la poursuite de ma mère, il préféra me capturer, laissant ses compagnons le soin de l'attaque prochaine. Quand il eut terminé son récit, Nkarakwa, le chef, lui fit signe de sortir. Je restai seul avec lui dans la maison. Mais que voulait-il me faire? Pourquoi ce regard longuement fixé sur moi? Désirait-il me tuer pour venger la perte de ses hommes? Si du moins il me parlait, une fois seulement, il avait secoué la tête comme s'il trouvait enfin l'explication d'une énigme. Pendant que j'étais ainsi plongé dans ces réflexions, des tam-tams se firent entendre. Ivaka rassemblait le reste des habitants pour les informer du résultat de l'assaut. On alluma 3 feux devant la maison du chef, puis au milieu d'un grand silence. Ivaka reprit son récit. Il se garda de citer aucune victime. Mais, pendant qu'il parlait, une femme qui se tenait près de la porte entra précipitamment. « Sauve-le! Sauve ce garçon! On veut le tuer! Sauve-le! » Nkarakwa resta impassible. Qui oserait en effet accomplir un tel acte sans son assentiment? Lui dont l'approche faisait trembler toute une région? Pendant que cette femme intercédait ainsi pour moi, j'étais debout, claquant des dents de peur. Fuir? Serait-ce pas aller au-devant de la mort? Dès qu'Ivaka renvoya ses auditeurs, Nkarakwa et cette femme sortirent, me laissant seul dans la maison. De sombres pensées m'envahirent alors. Les femmes demandaient ma mort. Que serait-ce lorsque, à leur retour, les guerriers apprendraient que j'étais ici, moi, un fils des ennemis qui avaient fait passer par l'épée leurs hommes les plus vaillants? Pourrais-je alors échapper à leur fureur? Pendant que ces pensées affluaient, une femme entra. « Kalamai, Kalamai !» cria-t-elle comme une folle. Je me réfugiais sous le lit du chef du village, Nkarakwa. Elle entra, mon nom toujours dans la bouche. J'hésitais d'abord avant de répondre, mais comme elle prit la lampe pour continuer ses recherches, je me montrai. « Je suis ici. Tiens, que fais-tu là? » J'ai sommeil. J'allais dormir. « Viens, tu
Tu vas t'expliquer devant le chef. Ne sais-tu pas qu'il est interdit de se mettre sous la couchette d'un vieillard? Eh bien, plus sous celle d'un chef. Malgré mes supplications, elle me traîna dehors. Sais-tu, chef, d'où je l'ai retiré? Quelle audace! Il était sur ton lit, chef. À mon entrée, il s'est jeté en bas. Nkarakwa sembla n'attacher aucune importance à ce délit. Qu'on le conduise vite dans la case d'inquiry, commanda-t-il. L'ordre était à peine donné que déjà j'étais empoigne par cette femme qui venait de me calomnier si méchamment. Nkarakwa nous suivait avec une autre femme. Couche-toi et n'essaye pas de fuir. Je ne fuirai pas, chef. Je ne fuirai pas, chef. Ils glissèrent ensuite un gros tronc d'arbre devant la porte, puis rentrèrent chez eux. Nous étions en pleine saison sèche. Un froid piquant régnait ce soir dans le village. De temps en temps, j'entendais des femmes sangloter. Toute la nuit, la lune éclaira tellement qu'on pouvait voir de loin les hommes, les chiens ou même les poules. Dans la forêt, les grillons, contents de sortir de l'obscurité, semblaient se grouper par centaines pour crier plus fort. Moi non plus, je ne dormais pas. J'avais réussi à creuser un trou dans le mur. De mes grands yeux, je surveillais les alentours de ma hutte. En pleine nuit, je vis une forme humaine au centre du village. Elle portait un tison et se dirigeait vers ma case. Un second tison suivit la même direction et rejoignit le premier. Je voulus sortir, mais le tronc d'arbre rendait toute fuite impossible. D'ailleurs, c'était trop tard déjà. Ces deux femmes entraient avec leur tison étincelant. « N'aie pas peur, me dit l'une d'elles. Et quand sa compagne sortit chercher du bois, cette même femme ajouta: « Je t'apporte du feu, tu as froid, n'est-ce pas? » « Non, fis-je presque inconsciemment. Mais, continua-t-elle, tu n'as pas dormi à ce que je vois. Je viens de me réveiller. Elle alluma le feu en rapprochant ma natte, puis, avant de sortir, elle me souffla clairement en Kingoli. Oyafi vere long iwong, ce qui veut dire ne sors plus. Ne dors plus. Que me volais-tu? Que me voulait-on? Cette femme serait-elle une Mongolie? Mais pourquoi se pencher vers moi pour me souffler ces mots? Ne dors plus? Me mettait-elle au courant d'un complot? Pendant que ces idées me venaient l'une après l'autre, mon feu s'éteignait. La flamme diminuait. Je n'eus même plus le courage de l'entretenir. Pendant longtemps, je me tins près de la porte pour bien surveiller toute approche. Mais partout le calme revenait. Plus de pleurs, plus de hiboux, plus de tisons. Je rallumai alors le feu, car plus que jamais, le froid se montrait piquant. À ce moment, soudain, un cri rauque surgit du toile. Je me renversai sur le sol et, instinctivement, je poussai des cris. Mais, de suite,
je me rendis compte de ce qui se passait. Le toit de ma hutte servait aussi de poulailler. C'était un coquerico que je venais d'entendre. Mais on m'avait entendu dans les huttes voisines. Les femmes et les enfants sortaient précipitamment. Bientôt, le village entier pris de panique fut dehors. Karakwa et Ivaka, eux aussi, s'étaient réveillés. Ils parcoururent le village en chantant. Oh, Ikwa, mort et unème avec bonheur, toi qui fus pleurs au milieu des clameurs, ô Nguier, gardien de nos forêts et de nos rivières, toi qui as emporté nos filets au cimetière, ô Nkoué, protecteur de nos tireurs de vin, toi que jamais personne n'implora en vain, secourez-nous, vous tous ancêtres de nos clans, renversez nos ennemis, déjouez leurs plans, ancêtres de nos esclaves, vers vous nos cris s'élèveront, nuit et jour, vous disant merci. Ce chant avait commencé à l'aube, à l'autre bout du village. Les femmes se taisaient lorsque les deux hommes passaient. Quand ils arrivèrent devant ma maison, les deux hommes cessèrent de chanter. Alors, j'entendis clairement Ivaka. « Est-il ici le petit esclave ?» demanda-t-il au chef. Je crus qu'ils allaient ouvrir la porte, mais je me trompais, car quelques instants plus tard, je les entendais descendre le village. Quant à moi, la peur de l'obscurité s'envola bientôt, car le soleil commença à poindre. Quelle nuit! Merci, chers auditeurs, pour votre attention. Nous venons de terminer la lecture de notre deuxième chapitre et avec patience, avec l'espoir de vous revoir encore pour une fois pour la lecture du chapitre 3 qui s'intitule « Le retour des guerriers ». Merci beaucoup et à la prochaine.